bureau de défense sur i24 News. Au programme cette semaine, un anniversaire sanglant, celui de la proclamation du califat islamique. Un dossier est à suivre. On partira également à la découverte de l'hôpital Ramba de Haïfa. C'est le plus grand hôpital fortifié au monde. C'est parti pour Défense. 38 morts dans une fusillade sur une plage tunisienne, des dizaines de tués dans l'attaque d'une mosquée au Koweït, un chef d'entreprise décapité dans un attentat en France. L'organisation de l'État islamique a marqué le premier anniversaire de la proclamation de son califat dans le sang et dans le monde entier. Apparu en Syrie en 2013, le groupe a connu une ascension fulgurante. Il s'est internationalisé. Rétrospective, c'est avec Joseph Emmanuel. Daesh, une organisation armée, terroriste, à l'idéologie salafiste et djihadiste, les qualificatifs ne manquent pas pour définir le califat, car il s'agit d'un califat. C'est en tout cas comme ça que le définissaient dirigeants, comme au temps du prophète de l'islam, mais un très jeune califat. Proclamé le 29 juin 2014 sur les territoires irakiens et syriens passés sous contrôle de l'organisation, son essor a été considérable. Juste en Syrie, l'État islamique s'est emparé de la moitié du territoire depuis janvier 2014. Un essor rendu possible par les déstabilisations géopolitiques dues aux guerres irakiennes puis syriennes. Comme toutes les mouvances islamistes, Daesh est dirigé par un chef. Il s'appelle Abou Bakr al-Baghdadi. Il s'est attribué le titre de calife Ibrahim. Sous son commandement, une véritable armée. Selon les estimations, il serait entre 30 000 et 100 000 hommes, auxquels il faut ajouter une dizaine de milliers de combattants étrangers, principalement des pays du Golfe, mais également d'Europe, même de Chine. Daesh a une stratégie, instaurer une situation de chaos à travers des attaques de masse sur des minorités religieuses ou culturelles, mise en esclavage, destruction des structures étatiques pour finalement s'imposer comme la seule alternative et obtenir le soutien populaire. L'objectif n'est pas caché, internationaliser le conflit pour provoquer l'Occident à travers la politique du pire et des méthodes barbares comme la décapitation commise en France il y a quelques jours ou celle du journaliste James Foley il y a un an. Quand certains n'ont plus peur de parler de guerre de civilisation, le président américain y voit, au lendemain de la première décapitation filmée, une mouvance sans lien avec la religion. L'État islamique ne représente aucune religion. Leurs victimes sont en grande majorité musulmanes et aucune religion ne prône le massacre d'innocents. Une chose sur laquelle nous pouvons être d'accord, c'est que l'État islamique n'a pas sa place au XXIe siècle. L'État islamique insiste lourdement sur le passé colonial de l'Europe pour présenter les musulmans comme les éternelles victimes d'un Occident violent et xénophobe. Aujourd'hui, Daesh est présent dans une dizaine de pays. La coalition internationale emmenée par les Américains ne suffit plus à enrayer la progression militaire des djihadistes. Les hommes en noir ont déjà jeté les bases institutionnelles d'un véritable État, structure de gouvernement, personnalité dirigeante bien définie, levée de l'impôt, exploitation pétrolière, contrebande d'œuvres d'art. Daesh a même été jusqu'à frapper sa propre monnaie. Une année de conquête, d'atrocités commises sur des hommes, des femmes, des vieillards et des enfants. Une année pour se structurer et asseoir son pouvoir. Cette ascension fulgurante, le groupe islamique la doit aussi avant tout à une stratégie de communication bien rodée avec ses mises en scène macabres qui ont traumatisé les consciences collectives. Daesh ou le théâtre de la mort, c'est un sujet signé Alexandre Leduc. La communication au service de l'horreur. L'État islamique en Irak et au Levant maîtrise parfaitement sa stratégie de communication, reléguant Al-Qaïda et ses vidéos d'Oussama Ben Laden dans les grottes afghanes au Moyen-Âge de la communication djihadiste. Et comme toute entreprise, le premier objectif de l'État islamique est la recherche de notoriété. Une notoriété acquise non par hasard, grâce à ces vidéos de décapitation d'otages occidentaux, journalistes et humanitaires, qui provoqueront un tollé international certes, mais une reconnaissance de facto internationale. Une communication maîtrisée, une production léchée. L'État islamique se donne les moyens de ses ambitions. Haute définition, utilisation de la slow motion. L'État islamique est aux organisations terroristes ce qu'Hollywood est à l'industrie cinématographique. Et passé cette recherche de notoriété, Daesh utilise ses outils de communication afin d'atteindre deux autres objectifs majeurs. Créer la panique et instiller la peur parmi ses ennemis. Ces victoires sur le champ de bataille sont en effet plus le résultat d'une débandade des forces adverses comme observé à Palmyre et à Mossoul que de capacités militaires avérées et l'élargissement de son cœur de cible afin de recruter de nouveaux membres et en particulier des Occidentaux. Pour ce faire, Daesh n'hésite pas à les mettre en scène et à les utiliser afin d'incorporer des Nord-Américains
russes, européens et australiens. Combiné à la présence de l'organisation sur les réseaux sociaux et leur utilisation fine, le flot de volontaires ne tarit pas. Il serait 1 millier à rejoindre l'État islamique chaque mois. Outre les films et la présence sur Internet, l'État islamique édite également son propre magazine, Dabiq, qu'il publie en plusieurs langues et notamment en français, russe et anglais. Pour parfaire sa communication, l'État islamique ne lésigne donc pas sur les moyens et est servi par sa propre maison de production, Al Furqan Media, et diffuse ses vidéos par le biais de son centre média, le centre Al Hayat. Et nous sommes en ligne avec Efraïm Herrera, spécialiste de l'extrémisme djihadiste, auteur du livre Le djihad de la théorie aux actes. Alors, bonjour, pourquoi est-ce que Daesh a réussi là où Al-Qaïda a échoué? D'abord, il faut constater qu'Al-Qaïda n'a pas tellement échoué. Al-Nusra, qui est sa branche en Syrie, tient aujourd'hui entre les 2 tiers et 90% de la frontière du Golan. Mais dans l'instauration en tout cas du califat. Ah oui, alors justement, l'instauration du califat, si Al-Qaïda a mené une guerre qui est principalement contre ce qu'il considère comme les ennemis de l'islam, ce que fait aujourd'hui l'État islamique, c'est quelque chose de beaucoup plus important et beaucoup plus profond qui explique sa réussite. Parce qu'il réalise le projet de l'orthodoxie de l'islam, à savoir la domination politique et juridique du monde. Et ça, ce n'est possible que s'il existe un califat qui puisse mener ce djihad offensif. Sans cela, ce djihad offensif est interdit dans l'islam. Alors en tout cas, ça fait 1 an, on l'a dit, cet anniversaire sanglant depuis la proclamation du califat. Combien de temps, selon vous, l'État islamique, cette organisation, va-t-elle survivre? Oui, on a parlé, j'ai entendu tout à l'heure, vous avez parlé d'Hollywood et des médias, et c'est vrai que l'État islamique gère de manière exemplaire les moyens modernes, mais il faut quand même considérer que c'est un État qui tient aujourd'hui 300 000 km², c'est la taille de l'Italie, qui a un ministère de la Santé, un ministère de l'Économie, un ministère de la Guerre, qui soigne, qui a un contrôle sur le prix du pain, ce qui permet aux populations d'être nourries. La population principale qui est sous sa direction, en fait, qui est sous son autorité, ce sont des sunnites qui ne vont pas s'opposer à lui. Donc le rêve d'une chute de l'État islamique, alors que l'Occident se contente uniquement de frappes aériennes, la probabilité est infime que ça puisse se passer. Merci beaucoup Efraïm Herrera pour... La possibilité, ce serait de s'associer à l'Iran, mais si l'Occident prend cette voie, il risque de se retrouver avec une guerre sunnite-chiite qui va déborder le cadre dans lequel elle est actuellement, à savoir il y a déjà les premiers missiles qui arrivent sur les environs de Riyad. Voilà, beaucoup d'enjeux géopolitiques sur la table. Merci beaucoup Efraïm Herrera pour ce décryptage. Voilà donc pour ce dossier. On le poursuit. Ces 2 actes terroristes qui ont touché vendredi la France puis la Tunisie sont intervenus alors que les musulmans respectent la période du Ramadan. C'est un mois de jeûne, de spiritualité intense, de générosité pour les musulmans. Mais en multipliant les appels à la guerre sainte durant cette période, l'État islamique a complètement dévoyé l'esprit du Ramadan, comme nous l'explique Solal Azeroual. Ramadan, le mois le plus sacré de l'islam, synonyme de paix et de piété pour les musulmans. Pour l'État islamique, c'est un mois de malheur pour les mécréants. Vendredi dernier, triple attentat terroriste en France, en Tunisie et au Koweït. Bilan de ce vendredi noir du terrorisme, une 60aine de victimes. La doctrine du djihad est simple, il faut réunir les terres de l'islam sous la bannière du califat. Il s'agit donc d'étendre l'emprise du Dar al-Islam aux dépens du Dar al-Kufir. Priorité momentanée, le djihad défensif mobilise toute la communauté. Chacun doit y participer selon ses capacités. Ainsi, chaque musulman doit prendre les armes, prier ou contribuer financièrement à la défense du Dar al-Islam. Cette défense de l'islam permet au djihad de supplanter les 5 piliers de l'islam. Ces 5 piliers peuvent être temporairement suspendus lorsque le djihad est proclamé. Faire la guerre pendant le jeûne diurne du Ramadan revient à prendre le risque de se voir terrassé par l'ennemi qui ne jeûne pas. Mener des attaques pendant le Ramadan n'est pas une coïncidence. Une décapitation, un attentat à la bombe dans une mosquée et un massacre balnéaire. Le vendredi noir, façon cruelle de célébrer les 1 an du califat. Il faut donc s'attendre, avant la fin du Ramadan, à de nouvelles attaques de la part de l'État islamique.
Voilà pour ce dossier spécial consacré à l'organisation de l'État islamique. On poursuit ce numéro défense avec cet hôpital. 8 ans de travaux et un budget de plus de 100 millions de dollars. C'est ce qu'il a fallu à l'hôpital Rambam de Haïfa, dans le nord d'Israël, pour se transformer en véritable forteresse. L'établissement est prêt à faire face à toute éventualité. En cas de guerre, il est aujourd'hui le plus grand hôpital fortifié au monde. Daniel Zeri nous y emmène, on la retrouve tout de suite après. Voici l'hôpital Rambam. Situé à Haïfa, c'est le plus grand hôpital du nord d'Israël. Des dizaines de milliers de patients sont pris en charge ici chaque année. Rambam est aussi un centre de traumatologie de niveau 1 et comprend un département d'études académiques. Mais tout ça n'est que la surface. Le parking souterrain flambant neuf de l'hôpital peut, si nécessaire et en 3 jours seulement, devenir le 3e hôpital d'urgence le plus grand au monde. 94 lits de soins intensifs, 96 fauteuils de dialyse et même des blocs opératoires. Ce complexe blindé de 3 étages peut accueillir 2000 patients, le double de la capacité normale de l'hôpital. Lorsque nous recevons un signal nous indiquant que nous devons nous préparer, eh bien en 72 heures, les voitures sont dégagées, l'endroit est nettoyé, nous installons des toilettes, des douches, et puis tous les patients de l'hôpital sont emmenés ici. Tout dans ce garage a été pensé pour servir cette fonction. Le sol est fait d'un matériau spécial facilement sanitarisé. Les lumières ont été installées de façon à servir les chirurgiens lors d'opérations. Et même les différentes couleurs sur les murs n'ont pas été choisies au hasard. Elles servent de code pour le triage des patients. Il aura fallu 9 ans et plus de 80 millions d'euros pour venir à bout de ce projet. Mais pour la direction de l'hôpital, l'investissement était nécessaire. En 2006, alors qu'Israël était engagé dans la deuxième guerre du Liban, l'hôpital Rambam a appris à connaître le conflit de très près. L'établissement a été visé par des attaques de roquettes incessantes pendant 1 mois, une situation très difficile pour les équipes médicales en charge de soigner les soldats et les civils blessés. Le meilleur entraînement que nous avons eu, c'était l'année dernière. Nous avons fait un test pour évacuer tout le département de l'hôpital de A à Z. Nous avons eu un signal nous disant que quelque chose se passait et que nous devions évacuer. Nous avons mobilisé une équipe entière. Nous avons pris l'équipement, nous avons fait une liste des patients et nous avons regardé qui pouvait descendre et qui pouvait partir de l'hôpital. C'était incroyable. Nous avons descendu 32 patients et nous les avons traités ici. Ça veut dire amener chaque patient avec leurs dossiers médicaux, leur amener leur table de nuit avec toutes leurs affaires. Nous avons aussi descendu des patients qui sont attachés à un système d'aide pour respirer, les gens qui sont dans des conditions critiques, les gens qui sont dans des conditions stables. Nous devions trier les patients par ordre de priorité, qui est d'abord arrivé, qui peut attendre, etc. L'équipe médicale doit donc être prête à faire face à tous les scénarios. Des exercices comme celui-ci, il y en a 1 fois par mois. Les récentes menaces en provenance du Hezbollah au nord et les attaques de roquettes depuis Gaza semblent pointer vers un nouveau conflit imminent. L'équipe de Rambam se tient prête à utiliser leur nouveau complexe, mais espère ne jamais avoir à le faire. Daniel Zeri, vous avez réalisé ce reportage, bonjour. Bonjour. Alors comment est-ce que ce projet d'hôpital fortifié est-il né ? Eh bien, en fait, il faut savoir qu'en 2006, comme il est dit dans le reportage, Daniel, l'hôpital était vraiment, si vous voulez, au front, en première ligne de la guerre du Liban, la guerre de 2006, la deuxième guerre du Liban dans laquelle Israël était engagé. Non seulement cet hôpital a été ciblé par des attaques de roquettes, puisqu'il se trouvait vraiment au nord, puisqu'il est à côté dans Haïfa, dans la grande ville du nord d'Israël. Mais en plus de ça, c'était l'hôpital qui recevait tous les patients et les blessés, les soldats et aussi les civils. Donc ces 2 choses-là ont fait que la situation était très très difficile pour l'équipe médicale et pour les patients de l'hôpital à cette époque-là. Et donc après la guerre, après l'aventure, en fait, ils ont un peu pris du recul et regardé en arrière et ils se sont dit plus jamais ça, il faut qu'on travaille dans des conditions très très sécurisées et donc c'est là que le projet a commencé. Ça a pris 8 ans, mais voilà, aujourd'hui il est opérationnel. Il est opérationnel et vous l'avez dit dans votre reportage, il suffira d'un seul signal pour que tout se mette en place. Qui le donne ce signal ? Alors le gouvernement donne l'état d'alerte, donc avertit qu'il y a un grand risque et c'est ensuite la direction de l'hôpital qui se réunit et qui décide de vraiment faire ce déménagement en quelque sorte et transférer tous les patients bien sûr dans le sous-sol, dans ce parking
souterrain qui est transformé donc en hôpital sanitarisé, etc. Il faut savoir que ce déménagement se fait bien sûr par ordre de priorité. Il y a des patients qui sont déménagés avant les autres et chacun avec son dossier médical, chacun avec sa table de nuit qui contient tout ce dont il a besoin, son lit. Donc tout ça demande beaucoup d'organisation puisque la capacité de l'hôpital au-dessus du sol, sur le sol, elle est de 1000 lits pour patients, 1000 patients, et en dessous 2000. Donc pour faire passer tous ces gens-là, il faut beaucoup de sang-froid et beaucoup d'organisation, mais d'après mon impression personnelle, ils ont l'air d'être assez prêts pour ce cas-là. Merci beaucoup Daniel Ziri et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce nouveau numéro de Défense. J'aurai le plaisir de vous retrouver dès la semaine prochaine. Soyez là.